Informer, enquêter, questionner. Voilà ce qu'on attend d'une presse forte et indépendante. Pourtant, année après année, les conditions pour faire le travail de journaliste se dégradent, en Suisse aussi. Et avec elles, la bonne santé de nos démocraties. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse au quatrième pouvoir, pilier essentiel de notre démocratie qui est sacrément ébranlé. Le journalisme est sous pression, licenciements à répétition, défiance politique accrue. Au cœur des débats aujourd'hui en Suisse, l'initiative 200 francs, ça suffit, qui vise à réduire drastiquement les moyens de l'audiovisuel public, la SSR. Mais que changerait réellement cette initiative? Et comment défendre le droit fondamental à une information fiable et pluraliste? J'en parle avec Denis Masmejean. Bonjour. Bonjour, merci de ton accueil. Tu es secrétaire général de Reporters sans frontières Suisse depuis 2019. Après un doctorat en droit, tu as travaillé comme journaliste pour plusieurs médias, notamment pendant près de 20 années au journal Le Temps. Tu écris, tu enseignes, tu publies régulièrement sur les enjeux de droit des médias. Le 8 mars prochain, donc, les citoyens et citoyennes suisses vont voter sur l'initiative 200 francs, ça suffit, qui vise à faire passer la redevance actuellement à 335 francs à 200 francs pour les ménages et de supprimer complètement cette obligation pour les entreprises. Quel impact cette réduction pourrait-elle avoir, selon toi? Un impact considérable et dramatique pour les médias en général, pour le paysage médiatique suisse. D'abord sur les structures et l'offre de la SSR. La structure très décentralisée de la SSR ne pourra pas être maintenue, avec des lieux de production et des bureaux dans toutes les régions. Ça pourra pas être maintenu, ça devra être décentralisé. Ensuite, évidemment qu'en réduisant la part de la redevance allouée à la SSR d'environ de plus de 600 millions, c'est 600 millions qui disparaîtront pour le journalisme. Ceux qui pensent, ceux qui croient, ceux qui essayent de nous faire croire que ça va favoriser les éditeurs privés, les journaux qui pourront récupérer une partie parce que la SSR sera affaiblie, se trompent complètement. Cet argent partira en fumée. C'est encore une fois, c'est plus d'1 milliard de francs qui serait perdu pour la cause. Maintenant, au-delà de ça, il y aura un impact sur le rôle que joue la SSR et qu'elle doit jouer la SSR, c'est sa mission constitutionnelle, sur la formation de l'opinion, en particulier de l'opinion publique. Et ces attaques contre le service public, c'est pas une spécificité helvétique, non? Je me trompe? Non, alors ça, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, mon organisation, quand je discute de ça avec mes collègues à Paris, ils sont extrêmement intéressés, très attentifs aussi à ce qui se passe, parce que l'intention qui est derrière cette initiative en Suisse, on la retrouve dans de nombreux autres pays où on serre la vis budgétairement à l'audiovisuel public, pas dans le but de faire des économies, parce qu'il faut faire des économies, puis que c'est bien de faire des économies, mais dans le but de mettre au pas les médias de service public et de casser leur indépendance et leur autonomie vis-à-vis du pouvoir politique. Donc ça, on le voit dans plusieurs pays européens. Lesquels? La France? En partie, la France, l'Italie, bien sûr la Hongrie, la Croatie, la Roumanie, la Slovaquie. Cette pression budgétaire sur l'audiovisuel public à des fins politiques, c'est quelque chose qui se passe dans plusieurs pays en Europe. Parmi les arguments qu'on entend en faveur de cette initiative, en fait, il y a des gens qui ne consomment pas les informations ou les programmes des chaînes publiques. Est-ce qu'on ne devrait pas juste payer pour les services que l'on utilise? Oui, alors ça, c'est la vieille rengaine qu'on entend depuis très longtemps. Mais c'est pas, la réalité est complètement différente. La réalité, c'est que la redevance n'est pas ce que les juristes appellent une taxe, c'est-à-dire le prix qu'on paye pour l'utilisation de prestations fournies par une collectivité publique. Mm-hmm. Le tribunal fédéral, alors ça c'est le juriste en moi qui ressort, le tribunal fédéral l'a dit très clairement il y a quelques années dans un important jugement, la redevance c'est un impôt d'affectation. Et face à un impôt, on peut pas dire j'utilise pas ce service donc je paye pas. Si vous savez pas nager, vous pouvez pas dire à votre commune
merci de me donner un petit rabais d'impôt parce que je vais jamais à la piscine. Si vous êtes jamais malade et que vous n'allez pas chez le médecin, vous pouvez pas dire je paye pas d'assurance maladie. Si vous êtes fortuné et que vous n'avez pas besoin d'une assurance maladie pour vous payer une médecine de première classe, vous pouvez pas non plus dire que vous payez pas l'assurance maladie. La redevance radio-télévision, c'est un peu la même chose. Il y a un service public, il y a un intérêt public, la collectivité, en l'occurrence la Confédération, le Parlement suisse, ont décidé que il y avait un intérêt public à avoir un média de service public qui a un prix, qui a un coût, c'est financé par la redevance, mais vous pouvez pas dire « je regarde pas la télévision » ou « je regarde jamais les programmes de la RTS, j'écoute pas la première, donc je paye pas ». C'est pas possible, ça tient pas debout, Les principaux soutiens à l'initiative sont l'UDC et les jeunes PLR, dont certains font d'ailleurs le reproche à la SSR d'être trop de gauche. D'ailleurs, de l'autre côté du spectre politique, à la gauche de la gauche, on reproche parfois à la SSR d'être trop pro-système ou pas assez courageuse sur certaines thématiques, comme par exemple la Palestine. Alors, elle se situe où, la SSR, sur le spectre politique, selon toi ? Alors, chacun a son avis là-dessus. En général, les gens de droite vous diront « elle est à gauche ». Les gens de gauche, en tout cas, plus ils sont à gauche, plus ils vous diront qu'elle est de droite, ou elle est pro-système, ou elle est pro-gouvernementale, enfin bon, voilà. Donc chacun semble avoir étudié la question et avoir un avis absolument définitif là-dessus. Le fait est qu'il y a relativement peu d'études qui ont documenté ça. Il y en a une qui fait référence en particulier, qui a été publié en 2023 par l'université de Zurich, le FUG, l'Institut de recherche sur les médias de l'université de Zurich, et qui arrive à des conclusions qui ne confirment pas ce biais gauchisant qu'on nous rabâche en permanence. Le résultat, c'est que sur une échelle qui va de moins 100 à l'extrême gauche à plus 100 à l'extrême droite, les programmes de la SSR se situent, pour ce qui est de la Suisse alémanique, de la SRF, à moins 1, et pour ce qui est de la RTS, à moins 3. Mais moins 3, sur une échelle qui va de moins 100 à plus 100, on est tout proche de la neutralité. Donc ce reproche n'est pas documenté. Je crois qu'il y a beaucoup, dans ce reproche, il y a beaucoup de ressenti, quoi. Voilà, les gens ressentent, les gens en particulier, des gens à droite, ressentent les programmes de la SSR comme étant de gauche, mais c'est pas réellement, c'est pas vérifié. En tout cas, les résultats sont pas probants, sont pas déterminants, quoi. J'ajoute une petite remarque, c'est que, à l'exception des émissions sur les élections et les votations, il n'y a pas réellement d'obligation légale de la SSR d'être parfaitement neutre. Il y a une obligation de pluralisme, ça oui, une obligation de pluralisme, c'est-à-dire que dans leur ensemble, les programmes doivent refléter la diversité, pas seulement la diversité d'opinion politique, mais sociale, linguistique, tout. Voilà, il doit y avoir du pluralisme, mais ce pluralisme est défini de façon large. Il n'y a pas de mesure du temps d'antenne, à l'exception, encore une fois, des émissions, ça c'est autre chose, consacrées à des élections et des votations. Et au niveau organisationnel et légal, justement, si cette initiative passe, est-ce que la SSR aura les moyens de jouer son rôle d'information et de contre-pouvoir, d'après toi ? Non. Je pense qu'il y a une chose, il y a une chose importante qu'il faut dire, c'est que la SSR joue un rôle important dans la vie démocratique à la Suisse, telle qu'on la conçoit en Suisse. C'est-à-dire avec une sensibilité permanente pour les minorités linguistiques, les régions périphériques, etc. La SSR a une structure décentralisée, elle a des lieux de production différents. En Suisse romande, il y en a 2 principaux, c'est Genève et Lausanne. Alors déjà, ça sera un peu plus Lausanne et un peu moins Genève, et puis déjà ça fait toute une histoire. Mais à part ça, il y a des bureaux régionaux, etc. Et ça, même chose en Suisse alémanique. Il y a Zurich, il y a Bâle, puis il y a des tas de bureaux régionaux. Et ça pourra pas être maintenu. Donc, c'est ça que je pense dont il faut vraiment être conscient, c'est que la présence de la SSR, des équipes de la SSR, sur le terrain, dans les régions, ça va disparaître. Ça devra être concentré.
Et pour la vie politique et démocratique suisse, c'est quelque chose de très sensible qui va être compromis. Hors initiative, j'aimerais qu'on parle un peu de l'état de la liberté de la presse aujourd'hui, parce que voilà, tu travailles à RSF, Reporters sans frontières, une organisation internationale qui publie chaque année un classement mondial sur la liberté de la presse. Alors, le constat général est très sombre et la Suisse y décroche la 9e position. Alors, sur le papier, c'est une place plutôt flatteuse, mais la situation reste difficile, surtout sur le plan économique. Oui, alors, sur le plan économique, l'un des grands enseignements du classement mondial, du dernier classement mondial 2025, publié au printemps 2025, c'est que l'indicateur économique s'est affaibli à peu près partout dans le monde et dans tous les pays, y compris, bien sûr, ça concerne aussi la Suisse. L'indicateur économique, pour nous, c'est un des indicateurs, c'est peut-être pas le principal, mais c'est jusqu'à maintenant en tout cas, c'était pas le principal, mais c'est un des indicateurs qui mesure la liberté de la presse, parce que s'il n'y a pas de possibilité pour un média d'exister économiquement, il y a pas de liberté de la presse. Il y a plus de médias, il y a plus de médias indépendants, etc. Donc c'est une dimension importante. Et cet affaiblissement à peu près généralisé de l'indicateur économique s'est répercuté sur l'indicateur global. Et on a eu en 2025 un des pires résultats du classement mondial depuis qu'il existe. On a maintenant la moitié de la population mondiale qui vit dans des pays qui sont pour nous dans la zone rouge, donc dans la pire des situations, la situation qu'on qualifie de très grave, où les atteintes à la liberté de la presse sont massives. La moitié de la population mondiale. Et puis, dans la catégorie des mieux classés, on a plus que 7 pays. Hein. La Suisse est bien classée, mais elle n'appartient pas à ce petit groupe de têtes de pays qui sont, pour nous, en zone verte. C'est tous des pays nordiques. Il y a plus que 7 pays. Donc, cette catégorie en zone verte, elle se réduit. Alors que la catégorie en zone rouge s'amplifie. Donc oui, c'est des résultats extrêmement préoccupants. Et qu'en est-il plus spécifiquement pour le contexte suisse? Alors, il y a la situation économique, il y a d'autres facteurs? Oui, il y a un facteur en particulier que nous suivons avec énormément d'attention. Je dirais que c'est le principal, avec les préoccupations économiques, c'est l'autre sujet de préoccupation principal, c'est l'indicateur législatif. Il y a vraiment dans la législation suisse un certain nombre de points faibles qui sont défavorables à la liberté de la presse. Il y a ces fameuses mesures provisionnelles du droit civil qui permettent à un juge civil de bloquer préventivement un contenu d'un média. Okay. Et puis il y a une autre particularité qui fait presque sourire mes collègues à Paris, c'est le fameux article 47 de la loi sur les banques qui permet de poursuivre et condamner un média qui, pour ses enquêtes, aurait utilisé des données bancaires volées. Alors évidemment, c'est pas le journaliste qui est allé voler parce que ça serait contraire à la loi et contraire aux règles de la déontologie. C'est évidemment pas le journaliste qui est allé voler ces données. Elles ont été volées par un tiers et elles sont portées à la connaissance d'un journaliste qui les utilise dans le cadre de ses enquêtes. Le simple fait d'utiliser ces données, même sans les publier, mais de travailler dessus, d'enquêter, le rend punissable. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Mais alors, pour essayer de faire changer les choses au niveau du Parlement fédéral, c'est une sacrée paire de manches. C'était cet article 47 qui était au cœur des débats pendant les révélations des SwissLeaks? Absolument, oui. C'était donc les révélations d'un consortium international de journalistes d'investigation. En général, les journalistes de TA Media participent à ce travail commun. Et cette fois-là, ils ont dû dire, nous, on peut pas y travailler parce qu'on a une loi en Suisse qui nous le permet pas, et il y a trop de risques. Notre service juridique nous dit qu'il y a trop de risques, donc on va pas participer à cette opération. Et là, évidemment, ça avait beaucoup été thématisé par les autres journaux partenaires de Le Monde, la Süddeutsche Zeitung et d'autres journaux ont vraiment thématisé sur cette particularité législative suisse qui faisait que
le pays d'origine de ces données, les médias dans le pays d'origine de ces données ne pouvaient pas s'en occuper, quoi. Si le sujet vous intéresse autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de le partager autour de vous. Merci. Ça, c'est pour les constats assez durs pour les médias traditionnels. On voit aussi émerger de nouvelles initiatives, comme par exemple en 2025, il y a eu le lancement par exemple du Prestival, le festival du journalisme à Bienne, et l'arrivée de nouveaux médias aussi, comme celui-ci. Si tu mesures plus d'1,80 m, t'as plus de probabilité de commettre des crimes. Les étrangers commettent plus de crimes. En Suisse, plus d'1 personne sur 4 est étrangère, 27%. Et pourtant, les étrangers représentent plus de 50% des condamnations pénales. Et ça, les politiciens de droite et d'extrême droite, ils adorent le rappeler. C'est vraiment leur chiffre préféré. Ils s'en servent pour installer un discours qu'on connaît bien. Si les étrangers sont plus criminels, c'est parce qu'ils n'ont pas la même culture que nous. Ce chiffre leur permet de culturaliser la question. Sauf que cette conclusion est fausse. Pour débunk ça, il faut faire un peu de criminologie statistique. Bienvenue au module 3 de Rashkit Statistique. C'est le média en ligne Rashkit qui apparemment explose toutes les attentes en termes de financement participatif en ce début d'année 2026. Est-ce que ces initiatives représentent un véritable renouveau du journalisme ou c'est juste des pansements sur une crise plus profonde ? Alors, la crise est très profonde, mais je pense qu'il est extrêmement intéressant qu'il y ait ce genre d'initiative. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de tentatives, de choses qui se passent. Et s'il fallait un effet positif face à la crise quasi existentielle que les médias traversent, ça serait bien celle-ci. C'est-à-dire que ça amène toutes sortes d'initiatives qui doivent être suivies avec énormément d'intérêt parce que on va peut-être finir par trouver une solution, trouver un nouveau modèle économique. Le financement participatif et philanthropique est une des pistes, à mon avis, extrêmement intéressante qui doit être explorée. Il y a bien sûr le marché, le financement essentiellement par les abonnements, les lecteurs et par la publicité. C'est le modèle historique, mais qui a explosé, qui est très compliqué. Il y a bien sûr le soutien de l'État, mais on sait bien que la subvention publique va pas sauver la totalité des médias. Donc il faut une troisième voie. Cette voie, ça peut être la philanthropie. Ça peut être d'autres tentatives, mais il faut essayer. Il faut lancer. Et c'est pour ça que moi, je trouve extrêmement important qu'il y ait ce type d'initiative. Puisqu'on est justement sur le positif, ça ressemblerait à quoi le pluralisme des médias dans une démocratie idéale ? Par quelles mesures concrètes on pourrait aller vers ce but ? Alors, il faut repenser le soutien public aux médias. Le soutien à la presse écrite, par exemple, il est calqué sur un modèle qui remonte au 19e siècle, où on subventionnait la distribution des journaux papier, des exemplaires papier. On voit bien que dans le monde numérique, il faut trouver autre chose. Donc il faut repenser ça, mais là, politiquement aussi, c'est très compliqué. Il faut chercher des nouvelles pistes de financement par le marché, parce que, comme je l'ai dit, l'État va pas se substituer au marché, ça c'est une illusion. Donc il faut quand même essayer de trouver un financement par le marché. Et puis il y a la philanthropie. Alors dans un monde idéal, il y aurait une pluralité de médias, certains soutenus par des subventions publiques, d'autres pas, d'autres appuyer un modèle de financement participatif ou philanthropique. Et puis, il y a une chose qui est aussi très importante, c'est qu'il faut que les médias recollent en quelque sorte à leurs audiences et à leur public. Je pense qu'il y a il s'est produit une forme de déconnexion entre les médias traditionnels et leur public. Alors, les médias traditionnels essayent justement d'utiliser les outils numériques pour renforcer le lien et avec leur audience. Mais ça, c'est une des clés pour un paysage médiatique diversifié, quoi. Et les citoyens, citoyennes, ils ont aussi un rôle à jouer là-dedans ? Alors oui, bien sûr, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer d'abord en repoussant des initiatives extrêmement nuisibles au paysage médiatique comme celle sur laquelle on va voter le 8 mars. Et puis ils ont évidemment, c'est eux qui vont décider. Il faut qu'ils soient persuadés que l'information fiable, on la trouve dans des médias journalistiques.
si le mouvement que certaines études constatent, c'est-à-dire qui montrent que de moins en moins de gens s'informent sur les médias traditionnels ou pas, mais les médias d'information, si ça continue, ce mouvement continue à s'accélérer, alors c'est clair qu'on va vers un avenir très très difficile. En 2018, on se souvient bien sûr de Nobila qui avait été rejeté à plus de 70% des voix. En 2026, tu la sens comment, la température ? Alors, ça va être beaucoup plus serré qu'en 2018, ça je pense. Maintenant, moi, je crois quand même que je suis pas si pessimiste que ça. Je pense qu'il y a quand même de bonnes chances que cette initiative soit rejetée. Et je crois, oui, c'est pas une science exacte, hein, je suis pas certain de ce que j'avance, mais je crois qu'il y a quand même certains signaux qui montrent que les citoyens sont conscients que c'est pas le moment, c'est pas une bonne idée de tailler comme ça, de diviser le budget de la SSR par deux. Est-ce que dans un monde incertain, les gens ont besoin d'une information qui soit Swiss-made, en guillemets ? Alors, bien sûr, bien entendu. D'abord, les réseaux sociaux, je crois que les gens commencent à comprendre que les grandes plateformes, elles sont gérées par des entreprises commerciales, par un tout petit nombre d'entreprises commerciales, pratiquement toutes basées aux États-Unis, et qui ont de plus en plus un agenda politique déclaré qui n'est pas le nôtre. C'est pas l'agenda politique suisse. Et je pense que les gens vont prendre conscience qu'il vaut quand même mieux que l'information, elle soit donnée par une SSR, qui est une société suisse, soumise à la loi suisse, dont le contenu des émissions peut être contrôlé, porté devant le tribunal fédéral. C'est soumis à la juridiction suisse. Ça, je pense que les gens vont quand même prendre conscience que ça, c'est mieux que d'être soumis à l'arbitraire des plateformes. On suivra de près alors le résultat de cette votation. Merci beaucoup, Denis Masmejean, secrétaire général de Reporters sans frontières suisse, d'être venu. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. Vous l'avez compris, pour soutenir le journalisme en Suisse, n'oubliez pas d'aller voter non le 8 mars prochain et bien sûr de soutenir la presse indépendante. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.